Bonjour, je vais vous parler des ondes scélérates qu'on peut observer en optique. Donc à cette présentation, j'aimerais associer mes collègues, tout particulièrement Bertrand Kibler, Kamal Amani et Julien Fatome, ainsi que d'autres collègues de Dijon, Guy Millot, Antonio Picozzi, et des personnes de laboratoires extérieurs comme Amin Chapchoub, John Dudley, Nelak Mediev, Stefano Amnitz et Stefano Trillo. Alors voilà comment va s'organiser cette présentation. Dans une première partie, en guise d'introduction, je rappellerai comment la lumière peut se propager dans une fibre optique monomode. La plus grosse partie de cette présentation sera dédiée aux ondes scélérates et ça me permettra d'introduire ce qu'est le soliton de Peregrine. Je dirai ensuite quelques mots sur ce qui peut se passer quand on a une excitation qui est partiellement cohérente. Et dans une dernière partie, j'évoquerai un nouveau type de structure non linéaire, des mascarets ou des flaticons optiques. Alors quand on envoie de la lumière dans une fibre optique, celle-ci va être affectée par deux phénomènes principalement, la non-linéarité et la dispersion. La non-linéarité, c'est la modification de la vitesse en fonction de l'intensité, et la dispersion, c'est une modification de la vitesse en fonction de la fréquence. On va noter la non-linéarité par un coefficient gamma, qui correspond au coefficient de non-linéarité Kerr de la silice. Pour la dispersion, en première approximation, on va considérer un coefficient β2 qu'on va appeler coefficient de dispersion d'ordre 2. Dans les deux cas, les effets dispersifs ou non linéaires sont considérés comme des effets plutôt nocifs. En effet, la non-linéarité va conduire à un élargissement du spectre de l'impulsion, alors que la dispersion, elle, va élargir le profil temporel d'intensité de l'impulsion. Donc ils conduisent à une déformation de l'impulsion. Les deux peuvent également se combiner. Un dernier mot sur la dispersion. Traditionnellement, on va distinguer deux régimes de dispersion. Le régime normal et le régime anormal. Et ces deux régimes vont juste correspondre au signe que peut prendre β2. Dans les fibres, on peut avoir un coefficient β2 qui peut être positif ou bien négatif. Et suivant le signe de β2, les fréquences, les couleurs vont se réorganiser de manière différente au sein de l'impulsion lorsqu'elle va s'élargir sous l'effet de la dispersion. Alors maintenant, si on veut modéliser un petit peu tout ça, on va se tourner vers une équation qui sera l'équation de Schrödinger non linéaire. Il n'y a rien de quantique ici. Cette équation de Schrödinger non linéaire, comme on le voit, elle prend à la fois en compte les effets de la dispersion à travers ce terme avec une dérivée seconde et les effets de la non-linéarité. Ici, on voit le terme non linéaire qui est bien présent. Cette équation de Schrödinger non linéaire, on peut, surtout si on est théoricien, la mettre sous une forme normalisée, sous une forme canonique. Là, les coefficients β2 et gamma vont disparaître et ils sont plus explicites dans l'équation. Ils interviennent à travers la normalisation qui a été effectuée. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer cette équation normalisée à l'équation qui régit la propagation d'une vague dans l'océan. Et ce qu'on peut constater, c'est quasiment la même équation. Il n'y a qu'une chose qu'on doit réaliser, c'est qu'on doit échanger les coordonnées temporelles et spatiales. Donc le z devient t et le t devient z. Mais autrement, formellement, une vague dans l'océan, si elle se propage suivant une ligne droite, elle aura un comportement très similaire à celui de la lumière dans une fibre optique. Alors maintenant, le soliton. Le soliton, c'est une forme d'impulsion assez particulière qui est capable de se propager sans se déformer. Et pour avoir un soliton, il faut deux ingrédients essentiels, c'est la non-linéarité et la dispersion normale. Et ces deux éléments, comme on a pu le voir, ils sont présents dans une fibre optique. Donc dès 1973, les théoriciens ont prédit l'existence de solitons dans les fibres optiques. Là, on voit un exemple du profil temporel du soliton qui est capable de se propager sans subir les effets de la dispersion et les effets de la non-linéarité. En fait, cette impulsion, elle subit bien la non-linéarité et la dispersion, mais en fait, les deux effets vont
parfaitement se compenser l'un et l'autre, ils vont s'annuler. Donc ça, c'est soliton, eh bien c'est un bon point, et naturellement, les industriels des télécommunications optiques, ici c'est un des laboratoires les plus importants, les Bell Labs, eh bien ont essayé de produire expérimentalement ces solitons, c'était en 1980, il y a 35 ans, et ce qu'ils ont pu démontrer, c'est qu'une impulsion de quelques picosecondes est capable de se propager sur une fibre de plusieurs centaines de mètres en conservant son profil d'intensité identique. Là, la condition qu'il faut utiliser, c'est de partir avec la bonne puissance initiale pour générer un soliton. Et ça, comme on voit une impulsion capable de se propager sur une distance importante, c'était naturellement une des pistes qui a été explorée pour augmenter le débit des liens optiques. Ça n'a pas forcément été celle qui au final a été retenue par les industriels. Les solitons, on n'a pas attendu les années 80 pour en faire à Dijon. C'est une histoire assez longue, et dès la fin du 19e siècle, derrière l'un des plus grands parcs de Dijon, Hervé Bazin et Darcy faisaient des vagues de translation et essayaient de reproduire les expériences qui avaient été menées en Grande-Bretagne par John Scott Russell. À la fin du XXe siècle, c'est Michel Remoissemenet qui s'est beaucoup intéressé aux ondes solitons, pas seulement en optique, dans tous les domaines de la physique, et son ouvrage Waves Called Soliton est encore un ouvrage qui est régulièrement cité, c'est un ouvrage de référence. Et au début du XXe siècle, c'est Guy Millot qui a choisi de se consacrer, lui, avant tout, à l'aspect communication optique, à l'aspect fibre optique. Alors, le dernier ingrédient que j'aimerais présenter dans cette introduction, c'est l'instabilité de modulation. Alors, l'instabilité de modulation, elle apparaît quand on envoie une impulsion qui est longue ou une onde continue dans une fibre optique à dispersion anormale. Et quand on regarde la manière dont cette impulsion longue va évoluer, eh bien, on constate, comme on peut le voir ici, que l'onde ne reste absolument pas continue. Au contraire, elle va exploser et se disloquer en des structures très brèves. Alors, ce phénomène d'instabilité de modulation, il n'est pas exclusif du domaine des fibres optiques, on le retrouve dans d'autres domaines comme l'hydrodynamique. Dans ce cas-là, il est connu sous le nom d'instabilité de Benjamin-Ferr, mais c'est les mêmes ingrédients qui vont intervenir. Et pour comprendre mieux ce phénomène, il est intéressant de se placer dans le domaine des fréquences, dans le domaine spectral. Et là, on constate que notre onde initialement continue, donc un pic, va donner naissance à des bandes de fréquences qui sont progressivement amplifiées. On voit que l'énergie dans ces bandes de fréquences augmente, et quand on a une énergie importante, le processus peut se cascader et on a un élargissement significatif du spectre ici optique. Donc pour résumer un petit peu cette introduction, dans la fibre optique, deux régimes de propagation, régime normal, régime anormal, et dans le régime anormal, la possibilité d'avoir d'instabilité de modulation et des solitons. Il y a aussi des solitons qui peuvent exister en régime normal, c'est des solitons noirs, là c'est des trous de lumière sur un fond continu. Alors abordons maintenant le sujet des vagues scélérates. Les vagues scélérates, elles sont avant tout connues dans le domaine de l'hydrodynamique. Pendant longtemps, ça a été un peu vu comme des affabulations de marins, mais il y avait quand même des nombreux navires qui étaient détruits par des vagues qui avaient une amplitude extraordinaire. Alors ce qui était aussi assez perturbant, c'est que ces vagues scélérates, d'après les récits de marins, elles apparaissaient de nulle part et disparaissaient ensuite sans laisser de traces. Alors ce qui a beaucoup changé la donne, c'est la vague Dropner. Cette vague Dropner, c'est en fait la première vague qui a été scientifiquement mesurée. Elle a été mesurée en 1995 sur une plateforme norvégienne pétrolière. Voilà l'enregistrement de cette vague. On voit ici une vague beaucoup plus grande que les vagues qui la précèdent ou qui la suivent. Donc les vagues scélérates, les vagues monstrueuses, elles existent bien.
Et encore une fois, l'une de leurs propriétés, c'est le fait d'apparaître de nulle part et de disparaître sans laisser de traces, ce qui rend particulièrement difficile leur détection et leur étude. Alors si on regarde un peu plus en détail cet enregistrement, on voit que c'est plusieurs dizaines de mètres entre le bas, le creux de la vague et son sommet. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a ici avant un grand creux avant ce sommet. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Le concept de vague scélérate optique a été introduit, lui, fin 2007, dans un article publié dans la revue Nature par un groupe de UCLA, le groupe de Bahram Jalali, et les auteurs principaux en sont Daniel Soli et Rob Peirce. Alors, qu'est-ce qui a été démontré dans cet article? Eh bien, l'expérience qu'ils ont menée est relativement simple à comprendre. Ils sont partis d'un laser verrouillé en mode un laser mode loqué qui délivre des impulsions qui sont censées être identiques d'une impulsion à la suivante. Les fluctuations sont censées être vraiment extrêmement réduites. Ce laser est ensuite amplifié pour atteindre un niveau de puissance assez grand et envoyé dans une fibre non linéaire. Cette fibre non linéaire, c'est une fibre microstructurée. Ici, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance dans la compréhension du phénomène. Ce qui est important, c'est que dans cette fibre optique, on va avoir un très grand nombre d'effets non linéaires qui vont intervenir et ça va générer un super continuum. Le spectre optique des impulsions va être significativement élargi. Et en sortie, eh bien, les chercheurs utilisent un filtre pour découper seulement la partie qui est vers les plus hautes longueurs d'onde de ce spectre. Et ce qu'ils observent alors, c'est des fluctuations extrêmement importantes après ce filtre. Quand ils détectent les fluctuations sur un oscilloscope rapide, ils voient que l'énergie des impulsions qu'ils enregistrent varie vraiment de manière extrêmement significative d'une impulsion à l'autre. Et ça, c'est extrêmement surprenant parce que la source initiale qu'ils utilisent, c'est un laser mode loqué, donc sans fluctuation d'une impulsion à l'autre. Donc là, ça les a conduits à introduire le terme d'onde scélérate optique. Et un autre point qui se rapproche de l'hydrodynamique, c'est la distribution statistique de ces fluctuations. Si on regarde l'aspect statistique, on a une courbe en L qui est assez caractéristique de ce qu'on appelle les événements extrêmes. Et ça, c'est aussi une indication d'un événement scélérat. Alors maintenant, si on veut comprendre cette expérience, au niveau de la modélisation, il faut qu'on rajoute des termes à l'équation de Schrödinger non linéaire. Il va falloir qu'on prenne en compte les paires de la fibre optique et surtout les ordres supérieurs de dispersion ainsi que la contribution de l'effet Raman qui dans une fibre décale progressivement la longueur d'onde centrale d'une impulsion vers les hautes longueurs d'onde. Alors ici, je vais utiliser quelques simulations numériques pour essayer de vous faire comprendre un peu la physique de génération de ces supercontinuums. On part ici d'une impulsion longue. Longue en optique, ça veut dire quelques picosecondes, quelques dizaines de picosecondes. Et au fur et à mesure de la propagation, on va voir les bandes d'instabilité de modulation qui vont émerger et ensuite se cascader. Donc là, on le voit bien dans le spectre. Et si on va plus loin dans la propagation, ici, on voit une forme très nette se détacher et évoluer vers les hautes longueurs d'onde. Là, c'est une structure cohérente. Il s'agit d'un soliton. On en voit 1, 2, 3. On peut suivre ici le décalage progressif de ces solitons qui est lié à l'effet Raman. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder simultanément dans le domaine des fréquences et dans le domaine temporel. Et là, on constate que dans la première phase, l'impulsion picoseconde ne change pas de profil, et quand l'instabilité de modulation devient significative, là on a création de structures beaucoup plus courtes que l'impulsion initiale. C'est des structures ici qui font quelques dizaines de femtosecondes, voire au maximum une centaine de femtosecondes. Et ces structures, elles vont se décaler de l'impulsion initiale. Elles peuvent aussi subir des phases de collision avec éventuellement des échanges d'énergie. Donc là, on a toute une dynamique complexe qui peut intervenir
au niveau de du domaine temporel. Alors ce qui est très intéressant, c'est de refaire la même simulation et de la refaire en changeant juste ce qu'on appelle le bruit optique, c'est-à-dire vraiment dans les pouillèmes, on va juste ici mettre un petit bruit aléatoire et regarder l'influence sur le spectre qu'on obtient en sortie de la fibre. Et ce qu'on voit, c'est que d'une simulation à l'autre, on a vraiment des changements majeurs. Même si on part de la même impulsion, juste l'effet de ce petit bruit quantique ici va complètement modifier le spectre de sortie. Et quand on compare ici le comportement moyen en rouge, on voit qu'on a des impulsions qui vont se démarquer très très fortement de son comportement moyen. Généralement, si on regarde que le spectre moyen, on peut considérer qu'il n'y a pas d'énergie significative au-dessus de 1200 nanomètres. Mais on voit que pour certains événements, eh bien, on a des impulsions qui vont au-dessus de 1200 nanomètres, donc qui vont avoir de l'énergie dans cette gamme de longueur d'onde. Donc imaginez maintenant si, comme celui, on place un filtre qui couperait à 1200 nanomètres, enfin ici c'est une valeur arbitraire. En moyenne, on aurait très peu d'énergie, mis à part ces quelques événements qui passeraient, ces événements rares qui franchiraient cette barrière, et c'est ces événements qui vont être détectés dans l'expérience menée à UCLA. Donc là, on voit un petit peu mieux ces événements et ces quelques événements rares ici, ces événements extrêmes qui vont pouvoir se démarquer très fortement du comportement moyen. Donc, la dynamique, pour résumer, de génération d'un supercontinuum, c'est une impulsion longue qui va subir l'instabilité de modulation, qui est un processus spontané initié à partir du bruit quantique. Ça va créer la fission de cette impulsion longue en une structure ultra brève qui va ensuite évoluer vers un soliton fondamental. Et ce soliton fondamental, il va se décaler en raison de la contribution Raman de la silice. Et il va se décaler vers les hautes longueurs d'onde, et c'est lui qui va être isolé par éventuellement un filtre qu'on placera en sortie. Donc pour conclure sur cette expérience qui a stimulé ce domaine des ondes scélérates optiques, les événements qui sont observés, c'est avant tout des solitons qui sont décalés par effet Raman. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toute l'importance des fluctuations dans le supercontinuum de sortie. Ce qui est un petit peu décevant ici par rapport à l'hydrodynamique, c'est que les structures qu'on observe, eh bien, c'est des solitons traditionnels. Et du coup, un soliton, c'est une impulsion qui maintient son profil temporel constant lors de la propagation. Autrement dit, il est loin d'apparaître de nulle part et de disparaître sans laisser de traces. Donc là, on a éventuellement une limite par rapport aux ondes scélérates telles qu'on peut les observer en hydrodynamique. Néanmoins, il ne faut pas réduire l'intérêt de cet article, car il a vraiment donné naissance à tout un nouveau domaine de recherche, et il est régulièrement cité, même de plus en plus cité, non seulement par des articles publiés dans des revues spécialisées en optique, mais aussi de manière plus globale dans des articles qui intéressent l'ensemble de la physique, et des articles publiés dans des revues assez prestigieuses. Et du coup, les chercheurs ont commencé à voir des ondes scélérates dans différents domaines hors de la génération du supercontinuum. Ils ont pu en voir ainsi dans les lasers à fibre notamment, où ils ont pu enregistrer des événements qui déviaient du comportement moyen. Ils ont pu en voir aussi dans les filamentations optiques. On a aussi des ingrédients qui sont très proches de ceux de la fibre. Ils ont pu les voir dans des nanostructures optiques et également dans des cavités bidimensionnelles. Donc là, c'est plus un aspect spatial qui va intervenir. Alors nous, notre approche qu'on a souhaité développer à Dijon, c'est de retourner vers un lien plus simple vers l'hydrodynamique, et pour ça, éliminer un petit peu les effets qui nous gênent et de revenir dans les premières étapes.
Donc on a souhaité éliminer l'impact du décalage Raman, l'impact du self-steepening, des ordres supérieurs de dispersion. Donc éliminer tout ça pour revenir dans le cadre de l'équation de Schrödinger non linéaire. Alors, au niveau expérimental, on n'élimine pas ces effets en appuyant sur un bouton. Disons qu'on va se placer dans des conditions expérimentales telles que les autres effets ne vont pas intervenir. Donc là, ça demande une conception de notre expérience suffisamment précise pour éviter toutes ces contributions un petit peu parasites par rapport à l'effet qu'on voudrait faire. Donc quand on enlève tous ces effets parasites, on s'aperçoit que l'étape clé ici, c'est l'étape qui va faire passer d'une impulsion longue, voire continue, à des structures beaucoup plus courtes. Donc ça, ce qui va jouer, c'est le processus d'instabilité modulationnelle, et nous, on va essayer de le contrôler un petit peu, ce processus. Donc tout ça, eh bien, ça a conduit les chercheurs à déterrer des articles beaucoup plus anciens, des articles du milieu des années 80. Et notamment, Nel Akhmediev, qui est un chercheur australien originaire de Russie, a remis au goût du jour un de ses articles publiés en 1986 qui s'intéressait à ce qu'on appelle maintenant des bréseurs d'Akhmediev. C'est des solitons à respiration dont il avait proposé une formulation analytique. Donc là, on a d'autres chercheurs, par exemple à Dijon, un mathématicien, Vladimir Matveev, qui a beaucoup travaillé sur l'utilisation de techniques comme la transformée de Darboux pour prédire ce qu'on peut avoir dans des systèmes assez similaires. Et en remettant à l'ordre du jour des études plus anciennes, les gens ont retrouvé des travaux initié par Peregrine, qui était un mathématicien du domaine de l'hydrodynamique, qui en 1983 a proposé une solution mathématique de l'équation de Schrödinger non linéaire, qui est une solution rationnelle. On voit ici cette solution, là c'est les variables de temps et d'espace, c'est le rapport de deux polynômes en fonction du temps, en fonction de la coordonnée spatiale. Et une propriété de ce soliton rationnel, qu'on appelle soliton de Peregrine maintenant, c'est d'apparaître de nulle part et disparaître sans laisser de traces. Ça, c'est quelque chose qui semble pertinent dans le cadre des ROG waves, des ondes scélérates. Par contre, cette solution, elle n'avait jamais été démontrée expérimentalement dans aucun système physique. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'avait pas forcément généré tout l'intérêt qu'elle méritait et qu'elle a été un petit peu oubliée. Alors là, sur cette vidéo, je représente un petit peu l'évolution de ce soliton de Peregrine. C'est la vidéo qui a été réalisée par Kemal Amani, alors étudiant en thèse. Et ce qu'on voit, c'est vraiment la capacité de cette solution à focaliser l'énergie en un seul point et ensuite à disparaître. Donc on a une localisation spatiale de l'énergie et aussi une localisation temporelle de cette énergie. On a vraiment une double localisation dans un seul et unique pic. Et quand on regarde le profil de l'impulsion au point où la compression est maximale, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a un fond continu et qu'avant d'avoir ce mur ici, on a une dépression, on a un creux. Et ça peut rappeler un petit peu certaines des caractéristiques de la vague Bruckner. Donc là, tout ça nous conduit à étudier un nouveau pan des solutions qu'on peut avoir en régime anormal, c'est les solutions dites sur fond continu. Donc là, l'idée qui a été développée, c'est tout d'abord d'essayer de générer le soliton de Peregrine. Donc Peregrine, lui, est mort en 2007, donc il n'a pas pu participer à cette vérification expérimentale. Par contre, Nel Akhmediev, lui, est toujours bien vivant. Et dans l'ensemble de ses travaux, il y a eu une impulsion extrêmement forte de John Dudley, notre collègue de l'Université de Franche-Comté, de FEMTO-ST, qui a vraiment stimulé ses activités expérimentales. Au niveau dijonnais, c'est Bertrand Kibler
qui lui a le plus mis la main à la pâte au niveau expérimental, c'est le plus impliqué dans cette démarche. Alors voilà l'équipe qui a participé aux expériences que je vais montrer. Donc il y a moi-même, Guy Milot, notre responsable d'équipe, Julien Fatome, Bertrand Kibler et Kamal Amani, qui alors était doctorant, et c'est lui qui a notamment fait les expériences que je vais décrire maintenant. Donc, qu'avons-nous fait? Eh bien, on est parti d'un montage tout optique, où on utilise des composants du domaine des télécommunications optiques. En effet, la plateforme dont on dispose à l'Université de Bourgogne, c'est une plateforme télécom, et pour nous, ça va être un avantage extrêmement précieux. Donc ce montage expérimental, il est composé d'un laser continu qui délivre une impulsion dans le domaine des télécoms, 1550 nanomètres. Pardon, il ne délivre pas une impulsion, il est vraiment continu. On va le moduler en phase. Alors cette opération, c'est fait pour éliminer un effet parasite qui peut apparaître dans les fibres, c'est l'effet Brillouin. Ensuite, on va le moduler en intensité à partir d'une horloge électrique qui va imprimer une petite modulation, et ça va nous permettre de contrôler l'instabilité de modulation. On va ensuite l'amplifier pour atteindre des niveaux de puissance suffisants pour voir le phénomène qu'on désire. Le fond continu modulé et amplifié va ensuite se propager dans une fibre, tout ce qu'il y a de plus standard, une fibre standard des télécommunications optiques, telle qu'il y a des millions de kilomètres de fibres qui sont réalisés chaque année. Et en sortie, on va analyser à la fois le spectre et le signal temporel. Le signal temporel, on peut l'enregistrer grâce à un oscilloscope optique à échantillonnage qui va nous permettre une résolution très précise de l'ordre de la picoseconde. Et voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir. On part d'une modulation très légère, et quand on va monter la puissance, eh bien on va voir que l'énergie va se concentrer dans la partie centrale. On va générer vraiment ces pics de lumière qui vont se répéter régulièrement. Ça, c'est parce que notre perturbation initiale est périodique. Donc voilà, ici, on pense avoir démontré le soliton de Peregrine. Donc maintenant, un peu plus de détails, et notamment des mesures qui ont été assez difficiles à réaliser. C'est des mesures de découpe de la fibre. On est parti d'une fibre de 8 km, et notre objectif, c'était de démontrer que l'énergie se concentrait en un point du temps. Donc ça, on a pu le voir déjà dans la vidéo précédente. Mais on voulait aussi démontrer que l'énergie se concentrait en un point de l'espace. Et pour ça, eh bien, la seule méthode dont on dispose, c'est de découper régulièrement la fibre en petits segments pour voir comment évolue le long de la fibre la lumière. Et ça nous permet de faire la carte. Et cette carte expérimentale, on peut la comparer à ce qu'on peut réaliser à partir de simulations numériques. Et on voit qu'on a un très bon accord entre les deux. Donc là, Schrödinger non linéaire est vraiment capable de reproduire ce qu'on a au niveau expérimental. Il n'y a pas besoin de termes correctifs ou d'ajustements pour réobtenir un bon accord entre les deux. Là, on voit le détail à 2 points, le champ qu'on envoie à l'entrée de la fibre, qui est légèrement modulé, et au moment où on a une compression très forte, ces trains d'impulsion qu'on voit sur un fond continu. Donc là, c'est le détail de l'impulsion qu'on a au moment où on a la compression maximale. Et bien sûr, il est intéressant de comparer cette forme avec la forme prédite par Peregrine, le cas du soliton de Peregrine idéal. Et là, on voit qu'on a un bon accord. Donc ça nous permet vraiment de confirmer le fait qu'on a été en mesure de générer pour la première fois quelque chose qui se rapproche du soliton de Peregrine. On s'est intéressé également au comportement spectral, et une des propriétés de ces structures, c'est qu'elles présentent un spectre qui a une décroissance linéaire quand on le représente en échelle logarithmique. Donc on a un spectre ici assez caractéristique, notamment de tout ce qui est Brezer d'Akhmediev.
Et là, on peut utiliser ce formalisme des Brezard-Akhmediev pour vraiment retrouver les résultats expérimentaux. Alors si vous avez été attentif, il y a peut-être un petit point que vous avez remarqué dans les transparents précédents, que ce soit dans l'expérience ou dans les simulations numériques, eh bien le soliton de Peregrine en fait disparaît pas complètement. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'après la phase de compression, il va décroître, mais on va voir deux traces ici qui vont subsister. Et ça, eh bien en fait, si on zoome sur ces deux traces, on s'aperçoit qu'on retrouve eh bien, la forme d'un soliton de Peregrine. On peut réajuster les paramètres qu'on obtient par la forme caractéristique. Donc là, on a un éclatement de l'impulsion initiale en deux sous-impulsions qui sont aussi des impulsions de Peregrine. Alors ça, on peut l'expliquer théoriquement, notamment à travers la transformée de Darboux. Ça peut être retrouvé, et là c'est à attribuer au fait que notre excitation initiale, c'est pas la forme analytique exacte d'un soliton de Peregrine. Nous, on a imprimé quelque chose de très simple, une petite modulation sinusoïdale. Donc on dévie un petit peu des conditions initiales. C'est pas gênant dans la phase de compression. Par contre, ça va conduire à certaines conséquences eh bien, dans la phase, on va dire, de décompression. Et au lieu de revenir à des impulsions qui disparaissent complètement, on va avoir ici cet éclatement de sous-impulsions. Donc ça, c'est un problème d'excitation, c'est pas un problème d'une mauvaise théorie prédite par Peregrine ou d'une expérience qui validerait pas ses objectifs. Alors, bon, on a vu qu'on était capable, dans le domaine des ROG, de générer cette solution de Peregrine. Pour nous, j'avais dit qu'on travaillait dans les télécommunications optiques, il y avait comme un intérêt autre, c'est que toute cette démarche, ça nous a permis de proposer une source à haut débit. Une source qui est capable de générer des impulsions très brèves, où l'énergie est très concentrée, à un débit de plusieurs dizaines de milliards d'impulsions par seconde. Donc ça, on a été en mesure de protéger cette découverte. Il y a un brevet qui a été déposé et qui concerne la génération d'impulsions à très haut débit. Et ces travaux, ça ne s'est pas limité au domaine de l'optique. Généralement, de manière historique, ça a plutôt été l'hydrodynamique qui a inspiré l'optique, à travers l'instabilité de Benjamin Fer, à travers le soliton. Pour une fois, c'est les expériences réalisées en optique qui ont stimulé d'autres expériences dans le domaine hydrodynamique, dans un canal. Donc là, une propagation unidimensionnelle, c'est des travaux qui doivent beaucoup au dynamisme d'Amin Chapchoub, et il a comme ça pu démontrer la génération d'un soliton de Peregrine dans le domaine hydrodynamique. Et cette réflexion, elle a conduit à étudier encore d'autres types de structures sur fond continu. Donc, je vous avais déjà parlé du Brezard-Akhmediev. Donc le Brezard-Akhmediev, on a une localisation spatiale de l'énergie. Soliton de Peregrine, on a une double localisation, à la fois dans le domaine de l'espace et dans le domaine du temps. Et un autre type de solution existe, qu'on appelle le soliton de Kuznetsov-Ma, où là, la localisation est dans le domaine temporel. Alors, on a pu, toujours en utilisant la plateforme Picasso, aussi démontrer l'existence de ces solitons Kuznetsov-Ma, leur génération et détection au niveau d'un dispositif à fibre optique aux longueurs d'onde des télécommunications optiques. Et on peut aller encore plus loin, et notamment créer la collision entre deux Brezard-Akhmediev. Et ça, quand on a deux Brezard-Akhmediev qui vont se rencontrer, ça va créer une vague encore plus puissante. Cette vague encore plus puissante, elle va se rapprocher d'un soliton rationnel d'ordre 2. Le soliton de Peregrine, c'est le soliton rationnel d'ordre 1. On peut augmenter l'ordre des solitons rationnels, ça va conduire à augmenter l'ordre des polynômes qui interviennent dans son expression, et ça va donner des impulsions
avec une puissance crête qui sera encore plus élevée que celle du soliton de Peregrine. Et ça, ce genre de configuration, on est aussi capable de la réaliser en optique. Donc là, la génération, l'impulsion initiale est un peu plus compliquée, mais on sait maintenant faire. Et voici un exemple de la collision de Brezhnev-Akhmediev avec la super onde scélérate optique qui en résulte. On a un pic beaucoup plus marqué ici qu'apparaît. Je ne vais pas forcément en dire davantage sur ces vagues scélérates et ces solitons de Peregrine générés ici de manière cohérente, donc de manière parfaitement contrôlée. Là, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est ce qui peut se passer quand on part de bruit, c'est-à-dire d'une onde où il n'y a pas forcément de relation de phase précise entre les différentes composantes. Donc là, c'est avant tout des travaux numériques que je vais discuter. On a rajouté dans l'équation de Schrödinger un terme convectif, et puis ce qu'on va considérer maintenant, c'est une excitation initiale qui est incohérente, c'est du bruit, et on va faire varier la largeur spectrale de ce bruit. C'est-à-dire qu'on va considérer des ondes plus ou moins cohérentes. Et on va regarder ce qu'on a en sortie après une distance de propagation élevée. Donc on envoie du bruit, on se place très loin, et puis on regarde comment évolue ce bruit. On va commencer par le cas d'un régime peu agité, donc quelque chose où on a une cohérence qui est encore relativement élevée. Spectralement, c'est relativement étroit. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à longue distance, on a une structure cohérente qu'on peut parfaitement discerner. Donc cette structure ici, ça va se rapprocher d'un soliton, et le bruit initial, en fait, on le retrouve dans toutes ces petites fluctuations. Alors c'est pas un soliton parfait parce qu'il a quelques fluctuations de sa puissance crête, et de toute manière, on est en présence de l'équation de Schrödinger avec un terme additionnel de dispersion d'ordre 3. Mais bon, conceptuellement, là, on se retrouve dans une configuration proche du soliton usuel. Maintenant, on augmente l'incohérence et on continue à regarder comment évolue le profil d'intensité quand on se place loin. Et là, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué de suivre une structure lors de la propagation. On arrive quand même à discerner quelque chose, mais là, les fluctuations sont beaucoup plus importantes. Alors, bon, là, l'effet qu'on peut observer, le passage d'un bord à l'autre, c'est un effet numérique, c'est lié au fait qu'on utilise une transformée de Fourier avec des conditions périodiques. Alors, dans cette configuration, on ne va plus parler de soliton, on va parler de quasi-soliton. Et maintenant, quand on augmente encore plus l'incohérence initiale, on va arriver dans un régime qu'on va appeler turbulent, et là on a du mal à discerner quelque chose. On ne peut plus suivre une structure qui évoluerait suivant une trajectoire très visible, très claire. Donc là, on est dans un régime vraiment turbulent. Et ça, quand on regarde un petit peu ce qui se passe en fonction de la cohérence, donc là on peut quantifier cette incohérence à travers un Hamiltonien, on s'aperçoit qu'on a trois régimes différents. Un régime de soliton, un régime de turbulence. Alors notre expert local c'est Antonio Picozzi, et notamment il peut appliquer les progrès de la turbulence d'onde pour prédire le spectre qu'on aurait en sortie, et on voit que nos simulations numériques sont bien en accord avec un spectre de turbulence. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est que si on regarde plus précisément ces résultats obtenus dans le régime turbulent, on discerne ici un point avec un pic d'intensité. Et nous, dans le contexte des ondes scélérates, ça va particulièrement nous intéresser,
surtout que ce point, ce pic, il apparaît de nulle part et ensuite il disparaît. Donc on va s'intéresser à cette forme. Donc là, c'est la représentation 2D de ce pic qu'on a. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il était possible bien d'ajuster la forme de ce pic par un soliton rationnel. Pas forcément par le soliton de Peregrine, qui est un soliton rationnel d'ordre 1, mais par un soliton rationnel d'ordre plus élevé. Donc là, on voit ce bon ajustement réalisé dans le domaine temporel. Je pourrais vous montrer l'ajustement réalisé aussi dans le domaine spatial, ça colle aussi. Ça a été quelque chose d'assez surprenant, parce que dans un régime turbulent, on peut quand même avoir des structures cohérentes qui peuvent exister pendant un certain temps. Et la durée de vie ici est finie, mais de toute manière, ce soliton rationnel a une durée de vie finie. Donc ça a été quand même une découverte qui n'était pas forcément si intuitive. Donc je vais m'arrêter là en ce qui concerne les ondes scélérates, et je vais finir cette présentation en parlant d'autres types de structures cohérentes, les mascarets et les fléticons optiques. Et là, l'idée, ça a été de voir si on pouvait étendre cette analogie qu'on a initiée dans le domaine océanique avec les vagues scélérates au domaine de la dispersion normale. Et là, on va essayer de voir si on ne peut pas reproduire la même analogie. C'est pas possible avec les vagues océaniques, mais c'est possible avec les vagues en eau peu profonde. Alors pour ça, eh bien, on reprend notre équation de Schrödinger non linéaire et on va la normaliser, séparer les variations de l'amplitude et de la phase. Et on va se placer dans le régime normal fortement non linéaire. Quand on fait toutes ces opérations, on arrive à un système de deux équations couplées. Et ce système de deux équations couplées, il est connu dans le domaine de l'hydrodynamique. Il se rapproche des équations de Saint-Venant. Et ces équations de Saint-Venant, elles sont applicables dans les eaux peu profondes. Donc là, on va s'orienter vers ce type de propagation. Et là, un exemple, eh bien, c'est le mascaret. C'est un peu la star des structures non linéaires dans les eaux peu profondes. Donc on va voir si on ne peut pas jouer avec des mascarets optiques. Et une manip qui nous a été intéressée, c'est de voir ce qui se passait si on avait la collision de deux mascarets optiques. Or, le mascaret optique, c'est lié à un choc qui va créer ici ces structures sombres qui vont ensuite évoluer en éventail. Et nous, on a essayé de créer une collision entre deux éventails et analyser ce qui s'y passe. Alors là, à la tête des expériences a été Julien Fatome, et toute l'analyse théorique a été menée par Stefano Trillo, et c'est lui aussi qui a eu l'idée initiale de ces expériences. Encore une fois, on utilise notre plateforme Télécom, et on a basiquement le même type de schéma expérimental que le précédent. Et expérimentalement, on voit le choc qui se produit, qui va créer des structures qui vont évoluer en éventail et qui vont subir des collisions. Et après ces collisions, les structures sombres, elles existent encore. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi par l'analyse numérique. Donc on a ici une stabilité de la structure sombre, qui est un soliton noir ou sombre, à travers le processus de collision. Et pour terminer, on a essayé de complexifier un petit peu notre affaire et de considérer une impulsion où les deux flancs de l'impulsion voyageraient à des vitesses différentes et opposées. Et du coup, ça créerait un mouvement comme un effet piston pour replacer l'énergie au centre de l'impulsion. Donc là, si on se place dans une propagation purement linéaire, il n'y a pas forcément grand chose d'intéressant à observer, c'est avant tout un battement, un signal d'interférence. Maintenant, si on se place dans le domaine non linéaire, si on prend en compte la non-linéarité qui va exister lors de propagation, l'évolution est très différente. Et notamment dans la partie centrale,
on voit qu'on a une intensité qui va pas évoluer et qu'on a quelque chose de plat. Et on va avoir encore une fois des chocs qui vont se créer dans les ailes avec une évolution en éventail. Alors là, l'analyse théorique a été menée par Stéphane Wabnitz, qui a eu aussi l'idée de développer un petit peu ce pan d'études. Et on a réalisé à Dijon l'expérience, et encore une fois, le même schéma expérimental, conceptuellement, c'est toujours un peu la même chose. On part de lumière continue qu'on va façonner, qu'on va amplifier, propager dans une fibre et détecter avec une détection ultra rapide en sortie. Alors là, je vais juste te montrer un petit peu ce qui se cache derrière cette boîte façonnage modulation adéquate. C'est pas forcément quelque chose de simple. Là, pour façonner la lumière, on a besoin de faire intervenir un autre laser qu'on va moduler en intensité, puis en phase, remoduler en intensité sur un signal qui a été travaillé à partir de l'horloge initiale. Donc on a ici des signaux qui sont entièrement synchronisés. On réamplifie, on refile par un fil passe-bande, on réamplifie avant une propagation avec l'autre lumière dans une fibre hautement non linéaire, et on isole un seul des signaux qu'on va ensuite propager. Donc tout le savoir-faire se cache en fait dans cette boîte façonnage modulation adéquate de la lumière, et c'est là où disposer d'une plateforme télécom avec un ensemble de composants haut de gamme qui sont standardisés va être vraiment un plus pour réaliser toutes ces expériences. Et voilà les résultats que donnent ces expériences. Eh bien, on voit qu'on reproduit bien la partie plate et les oscillations qu'on a dans les ailes, le tout sur un fond continu. On vérifie bien les caractéristiques de ces impulsions. Et tous ces résultats, eh bien, ils sont vérifiés par l'équation de Schrödinger non linéaire, sans avoir besoin de rajouter des termes supplémentaires. Eh bien, j'en ai terminé avec cette présentation. Mon objectif, c'était de vous sensibiliser au fait qu'il y a encore des situations inexplorées dans les fibres optiques monomode, même si ça fait maintenant 35 ans que le soliton a été découvert. Et notamment tout ce qui est solution sur fond continu, que ce soit en régime anormal avec les Brézor d'Akhmédiev, avec les solitons de Peregrine, ou bien en régime normal avec le Flaticon. Tout ça, ça ouvre des nouvelles perspectives d'études. Donc il y a des analogies qui ont pu être dressées avec le monde océanique ou avec le monde des eaux peu profondes. Et là, tout l'intérêt de la fibre optique, c'est que c'est un système d'études qui est simple à manipuler, où les pertes sont très très faibles. Donc on n'a pas les autres systèmes ont des niveaux de dissipation beaucoup plus élevés. Et là, notre plateforme de télécommunication optique, la plateforme Picasso, elle nous permet vraiment de gérer très soigneusement les conditions initiales qu'on envoie dans notre système, de les contrôler très précisément et d'avoir une détection aussi très précise dans le domaine temporel ou dans le domaine spectral. Alors, on peut imaginer transposer toutes ces dynamiques ici dans le domaine temporel au domaine spectral, et il y a encore beaucoup d'autres config à explorer. Donc, encore une fois, je remercie toutes les personnes qui ont contribué à l'ensemble de ces travaux: Julien Fatome, Kamal, Bertrand, Guy, Antonio, John Dudley, Stéphane Wabnitz, Stéphane Trio.